Je m'appelle Marion Cléniaud-Dupuis et puis j'ai écrit ce livre qui est sorti le 1er octobre 2020. Il raconte le récit de mon parcours de vie depuis mon enfance en Dordogne, en France, chez mes parents qui vivaient loin de la société de consommation, en autarcie dans la forêt. Et puis ensuite, comment je suis passée par Calcutta à l'adolescence et puis finalement j'ai fait mes études dans un monastère à Darjeeling, ce qui m'a ouvert les yeux en fait sur une autre manière de voir la montagne et de me connecter à cette vision sacrée en fait qu'est la montagne. Donc là, en étant dans les contreforts de l'Himalaya, du côté indien, dans un monastère pour apprendre la méditation au pied des montagnes, pendant 4 ans, je me suis formée et petit à petit, en fait, mon maître de méditation m'a envoyé vivre et travailler au Tibet. Et là, de Lhasa, en fait, à la capitale du Tibet, où je vis maintenant depuis 18 ans, j'ai fait des allers-retours nombreuses et diverses sur les différentes montagnes autour de cette grande plaine, ce grand plateau du tibétain où vivent les nomades et où toute la faune sauvage. Et j'ai organisé plein de treks. Et comme je vivais en haute altitude toute l'année, en fait, j'étais vraiment bien acclimatée. Et puis, je suis montée de plus en plus haut, en fait, pour accompagner des voyages avec des sommets à gravir. Donc, on a ouvert des sommets qui avaient encore jamais été gravis. Et puis, on a fait des expéditions ensuite avec des agences de voyage jusqu'à 7500 mètres, 8000 mètres. Et puis ensuite sur l'Everest. Et c'est là, en fait, où a commencé vraiment mon parcours d'éboueuse, de grand nettoyage sur les pentes de l'Everest, où je me suis mis en tête, en fait, on me posait un peu un défi avec des guides de montagne tibétains, une 50aine, qui avaient l'envie eux-mêmes de protéger leur lien sacré avec la montagne, puisque le lien des Tibétains avec leur environnement, il a ses sources en fait dans des pratiques chamaniques qui sont encore très vivantes au Tibet aujourd'hui. Et quand ces Tibétains ils voient en fait débarquer de tous les pays du monde des équipes d'alpinistes qui finalement sont là que pour une période très courte et atteindre le sommet, c'est leur seul objectif. Il y avait une forme de décalage en fait, de déconnexion avec la culture et le lien sacré avec la montagne. Donc les Tibétains ont décidé de reprendre un peu les choses en main et de monter une campagne de nettoyage que j'ai accompagnée entre l'année 2013 jusqu'à 2019, jusqu'à écrire une charte environnementale, bien sûr, qui était le point de départ en fait pour faire appliquer toutes les bonnes pratiques de respect de la montagne. Et puis après, même aller beaucoup plus loin dans le grand nettoyage, donc 10 tonnes de déchets quand même à extraire des pentes de l'Everest qui étaient là accumulées depuis 30 ans d'années d'expéditions commerciales. Et puis ensuite, on a aussi monté un modèle de gestion des déchets. Une fois que tout était propre, c'était possible de garder les camps avec leur propreté du fin de nettoyage. Donc ça nous a bien occupés. Et puis aujourd'hui, la montagne est propre. Le modèle, il est réplicable en fait sur d'autres sommets de l'Himalaya. Donc le but, c'est de pas seulement rester sur l'Everest, mais aussi de continuer sur d'autres sommets d'Himalaya. Et puis aussi de fédérer ces initiatives avec d'autres régions du monde où il y a les montagnes et où les métiers de la montagne en fait sont prédominants et où il y a plus d'afflux en fait d'alpinistes qui viennent pour grimper. Donc là en fait il y a un vrai sujet aussi de mettre en commun toutes nos expériences, tous nos outils, nos chartes environnementales. Et ça on essaie de le faire en ce moment avec plusieurs initiatives comme par exemple l'association Mountain Wilderness qui est bien active sur ce sujet. Et puis moi j'essaie d'être porte-parole un peu en fait à travers ce livre donc que j'ai écrit pendant la période de confinement en 2020 et puis à travers des différentes interventions pour porter une voix sur la question de la pureté de la montagne, la vision qu'on a de la montagne, comment en fait passer d'une vision un peu de loisir à une vision plus d'expérience et d'immersion dans une culture et de rencontres humaines. Bien sûr, je ne suis pas du tout la seule à penser ça, on est très nombreux, mais simplement, je suis une personne de plus à porter cette voix et
et à me bouger aussi pour que ça fasse écho et que ça fasse un mouvement suffisamment important pour que ça incite de plus en plus de personnes à avoir envie de vivre cette expérience-là. Ouais, donc pour parler un peu plus de la charte et des contraintes en fait qu'elle impose aux alpinistes qui viennent sur les montagnes d'Himalaya, elle est contraignante, ouais, au sens où déjà il faut laisser les camps parfaitement propres. Il y a quand même aussi un investissement important de la part de chaque alpiniste pour nettoyer ce qui reste encore de déchets, hein, s'il y en a. Et puis, en fait, au niveau par exemple, de l'eau, dans la charte, il y a quand même un sujet important pour filtrer en fait les eaux usagées des cuisines. Donc, où il y a toute l'huile, les savons, etc., qu'il faut absolument arriver à garder, hors de la terre. Donc, en fait, on a imaginé un système de filtration en creusant un petit puits, en fait, avec différents... donc, c'est sur 1 mètre, 1,20 m à peu près de profondeur, avec différentes tailles de gravier, de sable, de gravier, puis après de pierre, et puis après de grosses pierres, pour vraiment arriver à filtrer en fait tous les résidus de l'eau. Voilà. Après, il y a des contraintes aussi au niveau de l'endroit où sont posées les toilettes pour pas qu'elles soient trop près des sources d'eau. Sur les glaciers, évidemment, interdiction d'aller n'importe où. Il faut absolument avoir un toilette fixe ou 2 toilettes fixes par camp. On voudrait même distribuer les petits sachets en fait biodégradables qui servent après en fait à redescendre ces excréments, comme c'est fait sur d'autres montagnes du monde. Après, elle est moins contraignante depuis 1 an en fait, où un certain nombre d'expéditions internationales ont décidé donc de plutôt payer la taxe environnementale imposée donc par le gouvernement et s'en remettre en fait à une équipe locale qui est chargée en fait de redescendre les sacs de déchets, de veiller à la propreté. Donc en fait, au fil des années, on s'est rendu compte que si on mettait trop en fait de pression sur les expéditions internationales qui venaient chaque année avec des membres différents, même parfois des chefs d'expédition différents et qui n'avaient pas forcément été sensibilisés ou qui n'étaient pas rodés à ce système de charte, ça prenait trop de temps en fait pour tout expliquer et puis responsabiliser, et puis on n'était jamais sûr à la fin que tout le monde se soit responsabilisé. Donc finalement, on a préféré mettre un système de taxe environnementale et avoir une équipe locale qui finalement fait gros du travail. Et après, pour les agences qui vont pas en fait jouer le jeu du minimum qu'on demande sur la montagne pour respecter la propreté des camps et de faire ce petit puits là de filtration de l'eau, alors d'une année sur l'autre en fait ils sont rayés tout simplement de la liste des agences qui ont le droit de candidater pour l'année suivante pour avoir un permis d'ascension de l'Everest. Ouais, alors ce qui marche en fait avec la Chine, hein, c'est que de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Donc, moi, je trouve ça génial parce que du coup, autant ça a plein d'inconvénients et pour vivre là-bas, moi, j'endure des tas de choses évidemment dans l'empreinte à ma liberté qui est absolument pas acceptable. Mais sur ce point-là, où en fait, pour faire respecter une charte, il y a le gouvernement derrière qui est là avec un contrôle, une surveillance qui finalement permet aucune dilettance, laxisme, je veux dire, par rapport au respect ou pas de cette charte. Là, ça fonctionne super bien et ça a été hyper rapide et hyper efficace en 2-3 ans. Entre 2017 et 2019, en fait, il y a eu un virement de bord redoutable sur la propreté des camps et l'application de la charte. Je me rapproche beaucoup de Mountain Wilderness et j'aimerais beaucoup. Ouais, je sens qu'il va se passer des choses cette année là pour l'année de la transition où il y a les états généraux qui sont en train de se monter. Là, c'est sur le point d'être annoncé et d'ailleurs ils sont en train de l'annoncer là le 15 et 16 mars. Donc avec des représentants donc d'ONG, mais aussi évidemment des entreprises dans le secteur du privé, mais aussi dans le secteur public, hein, donc des autorités. Et tout ça, en fait, vraiment, ces 3 groupes de représentants qui veulent bien travailler ensemble, à mon avis, ça peut produire des bons résultats. Et je ferai tout ce que je peux pour aider cette année à relayer le message et faire ce qu'on me demandera de faire si je peux intervenir.